C'est le bonus de l'épisode 387. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'épisode 387. Si oui, vous savez quels sont les protagonistes de ce bonus. Sinon, vous allez les découvrir et vous irez voir l'épisode en question après, si vous le voulez. Évidemment, vous consommez les technos un peu comme vous l'entendez, à l'endroit, à l'envers, le bonus d'abord, les épisodes. J'ai vu quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, qui m'avait dit, dans un petit message très sympathique, ça fait un moment que je vous ai pas écouté, je suis en train de vous rattraper, je suis à l'épisode un tel, et il les écoutait, mais les uns derrière les autres, ils binge-watchaient les épisodes des technos. Donc voilà, on est toujours un peu dans l'actu, donc c'était sans doute un petit peu passé, mais c'est pour l'ambiance aussi, sans doute. Je ne sais pas. Et tu vois, quand je dis bonne année... oui, mais voilà. On ne remonte pas le temps. On ne remonte pas. Sébastien pour cet épisode, ce bonus, 387, qui ne dure que 15 minutes, même moins maintenant, 14, puisque vous le savez, on essaie de ne pas prendre trop de votre temps pour que vous ayez encore le temps de consommer d'autres podcasts technologiques de valeur uniquement, évidemment. Donc voilà, c'est notre philosophie. On commence avec Seb, forcément. C'est de Seb. Celui qui va nous parler de glu. Chérie, passe-moi la glu. J'ai un sous-marin à réparer. Ça, c'est une news. Ça m'a fait sourire instantanément quand je l'ai vu. Et puis, je me suis dit, c'est quand même un peu... c'est limite, quoi. Vas-y. Oui. Donc, c'est un sous-marin anglais, marine britannique, qui effectivement, deux petits gars ont serré des boulons, et à un moment, le boulon, merde, ils ont pété le boulon, parce que toutes les réparations sur un sous-marin nucléaire se fait à deux. Les réparations se font à deux, parce que voilà, pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui sabote le truc, il faut saboter à deux. Donc les techniciens ont saboté effectivement à deux, parce qu'ils ont tout pété, et puis ils se sont dit, merde, là, ce coup-là, le boulon, on va pas savoir le réparer aussi facilement, ça va coûter bonbon, c'est la pause midi, il faut aller regarder le truc, le match à la télé, on se casse. Et donc, comment on va réparer le truc? C'est pas que moi j'ai un tube de superglue avec moi. Déjà, qu'est-ce qu'il foutait avec un tube de superglue dans un sous-marin nucléaire? Donc voilà, c'est que et donc ils ont réparé le truc. À la superglue. Et c'est quand même c'est le circuit de refroidissement, donc c'est pas juste un truc le hublot, ça aurait pas été top non plus, mais pas de hublot. Ici c'est le truc de refroidissement, donc voilà, malheureusement il y a eu un rapport, ça s'est vu, ça s'est ébruité à un moment, il s'est dit dites du coup, s'il y a un mec qui répare ça à la superglue, le reste c'est fait avec un trombone, et donc voilà, ça passe pas. D'autant qu'il y a des programmes de mise à jour et d'entretien de ces sous-marins ça coûte des millions d'euros ou de livres sterling maintenant. Ça coûte, et donc forcément c'est ballot de faire un truc pareil. C'est complètement absurde. Du coup, ça entraîne des coûts monstrueux derrière, parce que ils ont 4 sous-marins en mer. Les Britanniques ont 3 sous-marins en permanence en mer. Les Français en ont en général 1 en mer en permanence. Les Anglais en ont 4, et donc là, du coup, c'est ce qu'ils appellent le programme Trident, si je ne dis pas de bêtises, et il en manquait 1. Donc ça veut dire que les 3 autres sous-marins ont dû naviguer plus, ont dû faire plus de distance, ont dû faire plus, et donc là aussi, il y a un coût d'usage qui... Enfin voilà, c'est très particulier par les temps qui courent, ça fait un peu peur. J'ai quand même un truc à apprendre à certains. Est-ce que tu sais à quoi servait la colle superglue à la base? Aucune idée, à coller des choses, j'imagine. À coller les gens en plafond dans les pubs TV. Oui, c'est ça. Ouais, ça, c'était la pub. Et non, et c'est David, un autre de nos podcasteurs, qui me l'a appris, parce qu'il l'a utilisé, parce qu'il en a eu besoin. Ça servait à réparer la peau humaine. Donc fait, quand tu te coupes, plutôt que effectivement de mettre un sparadrap, tu fous un coup de superglue, tu recolles le truc, et ça se voit pas. C'est nickel. Voilà. Après, est-ce que c'est bon pour la santé? Un podcast. Ah oui, non, justement, c'est médical. N'appliquez pas les conseils que vous écoutez dans les technos. Ne sucez pas la colle glue. Oui. Mais c'est fait pour. C'est vrai que maintenant on fait des produits pour cautériser, enfin mais c'est provisoire, c'est en attendant d'être chez quelqu'un qui va jouer avec une aiguille, avec des agrafes. C'est pour faire des agrafes chimiques, quoi, en gros, pour fermer une plaie, quoi. Donc voilà, c'est pas la glue.
C'était l'anecdote du bonus, parce qu'il y a aussi une anecdote, mais c'est avec des lapins et c'est dans l'épisode. L'autre Sébastien, on parle de remerciements. Il faut que tu nous expliques ça un peu. L'idée du remerciement, ça vous a pas échappé qu'il y a une vague de licenciements dans la tech et c'est le lien avec le podcast aussi. C'est parce que j'ai vu beaucoup de gens et certains que je connaissais personnellement se faire virer chez Microsoft, chez Facebook, chez Google et chez Amazon ces dernières semaines. On parle de 125 000 personnes, essentiellement aux États-Unis, et uniquement pour le secteur de la tech, uniquement pour ces quelques sociétés-là, plus Twitter. Et c'est vrai que ça m'avait marqué les 2 dernières semaines. Et il y a beaucoup de gens qui annonçaient, je fais partie de la charrette et c'est mon dernier jour aujourd'hui chez XYZ. Mais je voulais remercier mon manager, les équipes fabuleuses avec lesquelles j'ai travaillé, et cette boîte qui m'a permis de me développer. Et je me disais, est-ce que j'aurais le cran d'écrire un message comme ça le jour où je me fais virer? Est-ce qu'il y a un côté, c'est peut-être européen aussi, un côté égo, si je me fais virer, j'ai pas nécessairement envie de dire merci à mon employeur et mon boss de m'avoir choisi parmi 15 personnes de l'équipe, c'est moi. Et c'est la première fois que je voyais ça, et c'était pas un truc isolé, je le voyais, j'ai vu pendant plusieurs jours sur LinkedIn ce genre de message. Et aujourd'hui, dans Courrier International, je tombe sur un article assez bref qui parle de ça, en me disant il y a cette mode de rester courtois vis-à-vis de son employeur, de remercier, et ça paye, puisqu'il donne l'exemple d'un travailleur qui vient d'Inde, donc qui travaillait sous un visa aux États-Unis. S'il perd son emploi, il a 60 jours pour trouver un autre emploi, ou alors avec toute la famille, ils doivent replier bagages et repartir de là où ils viennent, parce qu'ils peuvent pas rester. Donc pour ces gens-là, c'est extrêmement chaud. Et cette personne-là donnait un exemple, viré à 7h du matin, posté mon message à 8h, et à 15h, je parlais déjà à un recruteur, et la personne en quelques jours a retrouvé un boulot. C'est ça aussi les États-Unis, on se virait facilement, on se fait réengager relativement facilement également. Donc voilà, soyez gentils avec votre employeur si jamais vous faites virer, et avec vos collègues, et dites-le publiquement. Apparemment, ça paye et c'est dans l'air du temps. C'est culturel, à mon avis, parce que c'est vrai que sous nos latitudes, je sais pas si on pense Sébastien, mais alors, soit on dit rien, profil bas, on fait le dos rond et voilà, soit on crache dans la soupe. Il y en a qui le font, c'est pas très élégant, mais je pense que c'est clairement culturel, parce que là, vous voulez dire, tendre la joue, à un moment donné, ça va bien, quoi, parce que on se fait jamais bien virer, enfin, ça se passe jamais bien, il faut pas raconter de couillonnettes, voilà. Ça dépend. On a déjà licencié des gens pour nous où ça se passait bien et tout le monde était content. Effectivement, et ça s'est bien passé sur la fin. Les packages donnés, en tout cas pour Google, Microsoft, Amazon, sont assez. Oui, alors après ça aide aussi. Oui, ça peut aider. Et je connais des gens, j'ai parlé à des gens qui me disent non, je me suis pas fait virer, mais j'aurais bien aimé parce que le package de sortie est relativement énorme, et comme j'ai de toute façon envie de partir pour le moment, ça me. Oui, c'est ça, c'est une opportunité à ce moment-là. Donc. Mais on a licencié une personne qui le jour même voulait démissionner parce qu'en disant ça matche pas, on n'avance pas, et je suis pas. On n'est pas contents tous les deux. Et donc, dans ce genre de situation, tout le monde est content parce qu'on se dit, OK, on est d'accord. Et donc, on en a quelques-uns qui l'idéal, c'est de se faire virer en ayant déjà des vues sur un autre job. Et à ce moment-là, c'est bingo. Voilà. Mais elle m'a appelé en disant, je démissionne. Je dis, t'emmerdes pas, ton licenciement, tu vas l'avoir, il va sonner. Donc, voilà. Donc c'est clairement culturel. L'échec n'est pas un problème où il est plus célébré aux États-Unis que ce qu'il est chez nous. Donc, en même temps, se faire virer par Elon Musk, est-ce que c'est un échec? Non, mais après, l'Indien, on lui donne 60 jours pour partir, et Elon Musk lui dit qu'en 7 jours, il doit tout changer. Donc, 7 jours, 60 jours... Oui, c'est ça. Seb garde la parole pour parler des listes d'une forme un petit peu particulière qu'on pourrait retrouver sur les drones, par exemple. Oui, je trouve ça magnifique. Et déjà le nom, ça fait rêver. Une hélice toroïdale avec un tréma, ça va être super pratique. Mais l'hélice, triple, au compte triple. Le design est par hasard en fait, parce que c'est des mecs du MIT qui travaillaient sur un drone silencieux à propulsion ionique. Je vous laisse passer tous les détails. Et donc ils travaillaient pas là-dessus, et ils voulaient comparer au bruit du drone. Et un des ingénieurs s'est dit tiens, en fait pourquoi on met toujours les hélices comme ça? Et donc il devait pas chercher là-dessus. Et puis il est revenu en disant en fait si je change un peu l'hélice,
tout aussi efficace, mais vachement moins de bruit parce que le bruit est plus diffus. Et donc ils ont fait quelques essais, le truc parce que commençait à aller bien, et donc maintenant ils ont fait des hélices qu'on peut voir sur les vidéos pour les drones qui fonctionnent, et donc ça peut être appliqué à plein d'autres domaines parce qu'ils ont dit en fait on a fait les hélices il y a des siècles de là, et depuis plus personne s'est jamais penché sur le concept même de l'hélice en se disant mais en fait peut-être que ce design il est pas le meilleur, et donc maintenant on a des technos qui nous permettent de tester ces designs, et donc ça ressemble pas du tout à une hélice. Ils veulent mettre ça dans les bateaux, dans les avions, c'est plutôt élégant, c'est joli, je trouve qu'elle est jolie, très jolie. Ça ressemble à une forme de goutte ou de ruban, difficile à décrire, hein. de ruban, un ruban hélicodial, vous savez, les rubans qu'on retourne, les rubans infinis. Oui, c'est ça, ça porte un nom d'ailleurs, ce machin-là, mais ça ressemble un peu à ça. Non, ici c'est toroïdal. Oui, ici c'est juste toroïdal et c'est très bien comme ça, mais voilà. Ici ça fait moins de bruit, parce que très honnêtement, ça fait moins de bruit. Les drones, il faut être honnête, c'est un peu agaçant. Tout aussi efficace, moins de bruit, mais même chose sur les bateaux, donc dans la mer ça va être beaucoup mieux. Les mêmes choses sur les avions. Les poissons. Dans les avions, si tu peux réduire le bruit des avions, tout le monde ne demande que ça. Donc il y a plein d'utilisations possibles et plein de recherches du coup possibles. Top, excellente idée. Moi j'aime beaucoup, à voir quand ce sera développé et mis en distribution sur... Je serais curieux parce que là on n'a pas le son ici, on peut pas l'écouter, mais sur le lien qu'on vous a mis, comme on met chaque fois les liens dans la description, vous aurez accès au compte Twitter de Lincoln Laboratory, je vais y arriver, et là il y a une petite vidéo qui explique tout le cheminement de l'idée, une vidéo de 2 minutes, et j'imagine qu'il y a le son, et donc vous pourrez juger de la qualité de... Non, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Elle est nulle, cette vidéo. Elle est nulle. Donc, n'allez pas voir. Il nous reste 3 minutes et ce sera largement assez, je le sens bien, pour parler de la dernière news de ce bonus, Sébastien, mais moi ça m'a fait un peu sourire quand même, parce que c'est quand même bien vu, c'est la filiale de chez Renault, c'est Dacia qui nous la propose. C'est toi qui l'avais ramené cette news, merci Marc. Vous vous souvenez peut-être, on en avait parlé dans les technos il y a quelques mois, BM offre une option siège chauffant maintenant dans certains de ses modèles qui est au fait un abonnement, c'est-à-dire vous devez payer un prix par mois pour avoir votre siège chauffant. Vous pouvez arrêter votre abonnement à la fin de l'hiver et le recommencer l'hiver suivant. Ça veut dire que le matériel est dans la voiture et qu'on parle de sous-traction et donc il y avait tout ce débat à l'époque de dire tiens, mais j'achète quelque chose, est-ce que j'en suis propriétaire ou finalement je dois payer pour utiliser les choses que j'ai achetées. On va pas rouvrir le débat aujourd'hui, mais pour se moquer gentiment d'eux, la filiale UK de Dacia Dacia se positionne, je vais vexer personne je pense, en disant en entrée de gamme, en termes de prix en tout cas, ce sont des voitures abordables financièrement, même s'il y a de la bonne qualité du côté de Dacia également. Et ils ont fait un petit clin d'œil publicitaire à BMW en proposant gratuitement à leurs clients de venir chercher une bouillotte, une bonne vieille hot water bottle, comme on dit de l'autre côté des channels, en disant voilà, nous aussi, nous avons des sièges chauffants, c'est gratuit, vous venez chercher la bouillotte, vous la remplissez d'eau, vous la mettez sous vos fesses quand vous conduisez, et vous avez votre siège chauffant made in Dacia. C'est un petit coup de pub, c'est malin parce que moi je trouve ça malin parce que tu l'as dit, c'est des voitures d'entrée de gamme, peu coûteuses, mais ça veut pas dire pour autant qu'il y ait une réelle concession sur la qualité. C'est juste qu'il n'y a pas plein de trucs électroniques, il n'y a pas plein de gadgets, et que donc forcément, je vais pas dire que les vitres sont encore avec les vitres avec une manivelle, presque, mais ça marchait bien la manivelle. Hein, il faut pas, voilà, c'est juste que c'est plus dans l'air du temps. Mais là, je pense pas que ce soit le cas sur ces voitures-là. Mais la bouillotte, ça va un peu de pair avec une bouillotte. Ça, finalement, c'est une valeur sûre. Ça marche bien aussi. Et tu peux avoir des bouillottes de qualité. Il y a eu un retour cet hiver sur la bouillotte avec les économies d'énergie qu'il a fallu faire, et donc en plus ça tombe juste bien dans le... Si ça se trouve ils les ont faites les bouillottes, parce qu'en fait c'est une bouillotte en caoutchouc à l'intérieur, mais c'est la housse qui est c'est la housse qui est flaguée au nom Dacia, donc si vous n'avez pas les images, c'est une housse blanche autour de la bouillotte en caoutchouc sur laquelle il y a le logo Dacia qui est écrit. Oui, ça doit pas coûter très cher en termes de marketing. Non, c'est ça. Voilà qui termine donc, sauf si Sébastien avait un mot à rajouter, mais il a juste 30 secondes pour le rajouter. Un mot, on a eu une Dacia il y a quelques années avec mon ex-compagne, il y avait encore les manivelles, c'était pas électrique. Ah ben voilà. Maintenant ils ont l'air de passer électrique.
Elle marchait nickel. Ben voilà. Mais à 30 km/h, elle était sinistrée. Oui, faut pas. En fait, c'est des très bonnes voitures, mais il faut pas rouler avec. J'exagère. Merci à tous les deux, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre des pouces, des étoiles sur les applications de podcast et sur YouTube, puisque nous y sommes aussi, vous le savez. N'hésitez pas également à commenter ce bonus. On se dit à très bientôt avec d'autres chroniqueurs pour un autre épisode des Techniques.